Jacques Oessler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors on continue bien sûr à explorer et plutôt à essayer de tenter de répondre à une question, quelle Europe pour demain? Vous aviez eu envie de faire des références à Monsieur de La Fontaine. Et puis nous avions évoqué l'axe bancaire et budgétaire. Et ce soir, vous vous attaquez à l'axe de la croissance. Oui Jean-Louis, un marathon c'est long. Alors aujourd'hui, la tortue réaliste chemine sur l'axe de la croissance. L'Union européenne en 1990 représentait 33% de la production mondiale, mais seulement 20% en 2012. Cet amenuisement relatif va s'accentuer, car depuis le début de la crise, fin 2008, l'Union européenne progresse sensiblement moins vite que le reste du monde. En outre, les pays membres de l'Union européenne connaissent des divergences économiques incompatibles avec une monnaie unique, donc incompatibles avec l'euro. Pourquoi l'Union européenne doit-elle rechercher une croissance plus forte que celle que nous connaissons spontanément aujourd'hui? Et comment y parvenir? Qu'est-ce que cela va apporter à l'Union européenne? En 2013, le poids de la dette publique était de 89% pour l'Union européenne dans son ensemble, de 96% pour la zone euro, la France 93%, l'Allemagne 80%. Donc, la croissance doit alléger le poids de la dette publique, ça doit alléger aussi le remboursement de la dette, parce que le remboursement peut être constant, et si la production augmente, le poids relatif, bien sûr, diminue. Deuxième grande raison, pour réduire le chômage ou développer l'emploi, c'est la même chose. Et pour ce faire, il est nécessaire d'obtenir un taux de croissance supérieur au gain de productivité annuel, notamment pour accueillir les jeunes qui arrivent sur le marché du travail dans les pays qui connaissent une croissance démographique, comme c'est le cas de la France. Enfin, pour favoriser les gains de productivité qui sont des facteurs de compétitivité pour nos exportations. Et ces gains résultent d'innovations intégrées aux investissements de remplacement ou d'accroissement de capacité. Alors y a-t-il des débuts de réponse? Comment fait-on pour parvenir à une croissance plus soutenue, Jacques? Bien, tout d'abord, Jean-Louis, il faut porter un diagnostic pertinent. La crise que nous vivons n'est pas une crise conjoncturelle. C'est une crise d'adaptation structurelle à la mondialisation. Et c'est une crise, soyons clairs, d'adaptation tardive. Nous payons, sauf en Allemagne, l'incurie d'une génération politique, soit pas assez intelligente ou pas assez courageuse pour faire les réformes nécessaires, et disons que le contrôle démocratique a été défaillant sur cette affaire. C'est une crise de compétitivité des économies. C'est une crise de solvabilité des États. C'est une crise de divergence économique, je l'ai dit tout à l'heure. L'Allemagne connaît par exemple un excédent de 180 milliards de sa balance commerciale et la France un déficit de 80 milliards. On diverge. Et enfin, nous connaissons une panne de l'investissement. L'investissement en Europe a reculé de 23% de la production à 18%, de 1990 à 2013, et dans le même temps, dans les pays émergents, l'investissement est passé de 25 à 31%. Donc, nous y parviendrons en déterminant et en conduisant une stratégie européenne d'investissement plus active. Il faut rétablir la confiance des investisseurs européens et extérieurs par des politiques économiques coordonnées des États entre eux et harmonisées avec l'Union européenne. Il faut adopter des politiques plus coopératives en Europe pour ne pas faire peser le poids des ajustements des balances commerciales sur les seuls pays déficitaires. Et là, on attend que l'Allemagne soit plus coopérative, qu'elle accepte des augmentations de salaire un peu plus importantes et qu'elle fasse des investissements dans ses infrastructures pour servir de débouché à ses partenaires. Il nous faut conduire une politique industrielle européenne qui aujourd'hui est trop sacrifiée à une politique de la concurrence trop libérale qui privilégie excessivement le consommateur par rapport au producteur et n'incite pas à l'apparition de champions européens. Et Alstom nous le démontre. Il nous faut conserver le plus possible des centres de décision en Europe. Et rappelons-nous que 80% des exportations sont des produits industriels. Il faut développer une stratégie conjointe d'investissement à long terme, notamment dans les infrastructures et dans les technologies de demain.
Saisir enfin l'opportunité de cette crise pour promouvoir une croissance plus verte, un développement plus durable. Ce sont des opportunités d'investissement à court terme et surtout, c'est le moyen de préserver notre planète à long terme. Alors bien sûr, il faudra accompagner tout cela par une formation professionnelle de bon niveau, une formation permanente pour adapter les collaborateurs aux transitions structurelles inéluctables. C'est l'accompagnement de la fameuse destruction créatrice de Schumpeter, destruction des activités anciennes dépassées et puis création des activités innovantes. Alors nous y parviendrons aussi en restaurant les compétitivités défaillantes. Alors bien sûr, il y a la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Les deux doivent être développés simultanément. Il ne faut pas choisir l'une contre l'autre. Si on développe la compétitivité prix, ça peut se faire en quelques mois. Si c'est la compétitivité hors prix, par exemple transformer Peugeot en Mercedes, ça demande quelques années. Pour les prix, il faut alléger les charges assises sur le travail, réduire les dépenses publiques qui sont devenues excessives. Il faut aussi, par ailleurs, achever le marché unique, parce qu'il ressemble de plus en plus à des archipels interconnectés par des passages étroits. C'est plus un archipel qu'un véritable marché unique à l'américaine ou à la chinoise. Aussi, les entreprises, ne pouvant engranger les économies d'échelle en Europe, eh bien, elles préfèrent investir sur des marchés plus vastes et déjà intégrés. Ce marché unique doit devenir le camp de base pour des PME exportatrices qui ne sont pas assez nombreuses en France alors qu'elles existent en Allemagne. Par ailleurs, il faut favoriser l'innovation, depuis la recherche jusqu'aux applications industrielles. Applications industrielles sur les produits, sur les processus. La recherche fonctionne assez bien en Europe, mais il y a des défaillances en aval, c'est-à-dire pour passer au stade de l'innovation industrielle. Puis au passage, on constate quand même que la recherche est trop éclatée en Europe par rapport aux États-Unis, d'où des fragmentations de programmes, de projets, des redondances et un sous-investissement structurel. Il faut aussi favoriser l'essaimage technologique dans les PME et ne pas conserver les innovations que dans les grandes entreprises. Enfin, la compétitivité, c'est d'exiger la réciprocité dans les négociations commerciales avec les émergents, qui d'ailleurs aujourd'hui sont largement émergés. Pour y parvenir, enfin, il faut innover dans les financements. Alors tout d'abord, il faut arrêter les relances keynésiennes, il faut arrêter les fantasmes keynésiens qui en fait se fracassent contre le surendettement des États impécunieux et qui se fracassent aussi contre les déficits déjà abyssaux des balances commerciales. Ce n'est plus une solution. On peut dire aujourd'hui aux États la rigueur, il faut continuer une gestion rigoureuse, et à l'Europe la croissance. Alors comment financer ? Eh bien par des établissements spécialisés comme la Banque européenne d'investissement. On vient d'augmenter ses fonds propres de 10 milliards, ce qui accroît considérablement sa capacité de distribution de crédit. Par des banques d'investissement créées par les États nationaux, c'est le cas en France. Par des structures de capital risque qui prennent directement des participations dans le capital des PME innovantes. Et c'est nécessaire puisqu'il y a un retrait des banques commerciales dans cette activité pour cause réglementaire. On peut financer aussi par les banques commerciales assainies, mieux réglementées. Mais attention, le rationnement réglementaire conduit à une réduction de la distribution des crédits, je parle de l'Europe en général et pas de la France, tant aux ménages qu'aux entreprises, ce qui conduit l'Union européenne à relancer une titrisation sécurisée et à préconiser davantage de financement des PME directement par les marchés, en quelque sorte à l'américaine. Alors je m'interroge un peu parce qu'on est en train de copier le modèle américain qui est à l'origine de la crise que nous connaissons aujourd'hui et dont on a du mal à sortir. Est-ce bien judicieux ? Il faut enfin, par une mutualisation des capacités d'endettement des États, permettre à l'Europe d'emprunter solidairement, par émission d'euro-obligations, des euro-obligations publiques de toute nature, de toute durée et pour toute destination. Or, nous en sommes fort loin, et c'est dommage. Et l'on va retrouver la condition préalable, c'est l'échange solidarité allemande contre responsabilité française. Là, c'est normal,
c'est équitable, mais ce n'est pas pour demain. Jacques Osler, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, Jean-Louis, que l'union budgétaire conduit à une surveillance mutuelle renforcée et à une coordination par anticipation des politiques budgétaires des États. L'union économique, en complément, conduit à une même coordination des politiques économiques. Politiques économiques maintenues à tort, à mon avis, sous souveraineté nationale lors de la création de l'euro en 1999. L'union économique conduit aussi à la définition et à la mise en œuvre en commun de politiques économiques intégrées. Nous voici donc en marche, enfin, vers le gouvernement économique de la zone euro, autrefois souhaité par la France, à juste titre. Mais pour y parvenir, nous avons dû faire, comme en mathématiques, une démonstration par l'absurde. Ab absurdo pour les latinistes. Merci Jacques Osler, on se retrouve bien sûr dans 15 jours pour une autre chronique. Et puis rappelons aussi que les élections européennes arrivent à grands pas. Si on a envie de réécouter cette chronique, on peut la retrouver au travers d'un site dédié. Oui, sur le site du Mouvement européen Lorraine. Alors c'est mouvement-européen-lorraine.fr. Et il y a une nouveauté, Jean-Louis, c'est que maintenant, le début de ces chroniques sont disponibles sur des CD audio. Et si ça vous intéresse, vous trouvez toute information sur le